À Marseille, le problème n'est jamais seulement l'entraîneur. Et pourtant, c'est toujours lui qui finit par partir. Dans la nuit du 11 février, l'Olympique de Marseille a annoncé se séparer de Roberto De Zerbi. Une saison et demie sur le banc, des périodes très intéressantes, d'autres beaucoup plus compliquées, et au final, une rupture qui ressemble à beaucoup d'autres avant lui. Depuis 2000, l'OM a connu 32 entraîneurs différents, intérimaires compris. Sous Pablo Longoria, aucun technicien n'a réussi à rester 2 saisons complètes. Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso, Gasset et maintenant De Zerbi. À chaque fois, l'idée d'un nouveau cycle, d'un projet plus clair, plus stable, et à chaque fois, l'impression que tout s'arrête avant même d'avoir commencé. Cette instabilité a parfois eu des effets positifs. Elle a permis d'attirer des joueurs importants, d'élever le niveau de l'effectif et de redonner de l'ambition au club. Mais elle a aussi installé quelque chose de beaucoup plus fragile, une incapacité chronique à inscrire l'OM dans la durée, que ce soit sportivement ou dans sa structure. Et il faut ajouter à ça un événement que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en France, avec la même intensité, l'environnement marseillais. Ici, le club dépasse largement le cadre du terrain. Quand les résultats sont bons, le Vélodrome devient l'un des stades les plus impressionnants d'Europe. Par contre, quand ils sont mauvais, la pression devient immédiate, parfois même étouffante. La ville vit au rythme de son équipe, et les réactions sont toujours à la hauteur de la passion. Tour de 14h30, soit moins de 7 heures avant le match du soir face au Stade Rennais. Environ 400 personnes étaient réunies pour exprimer leur mécontentement à l'aide d'engins pyrotechniques. Plusieurs pétards ont été lancés à l'intérieur de la commanderie où un arbre a même pris feu à l'entrée. C'est ce mélange d'exigence, d'émotion et d'impatience qui rend le poste d'entraîneur à Marseille aussi attirant que dangereux. Et c'est précisément pour ça que la vraie question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir qui va remplacer De Zerbi, mais quel profil peut réellement s'inscrire dans ce contexte et y tenir sur la durée. Alors forcément, la question revient immédiatement. Quel entraîneur peut réussir dans un environnement pareil? Parce que l'OM ne cherche pas seulement un nom pour terminer la saison. Il y a des objectifs à aller chercher en championnat, une Coupe de France à jouer, mais surtout, une direction à retrouver. Ce prochain choix ne peut pas être un simple ajustement. Il doit poser les bases de quelque chose de beaucoup plus stable. Je me suis donc demandé quel profil serait capable de succéder à Roberto De Zerbi, sans simplement repousser le problème de quelques mois, et surtout, quel entraîneur pourrait enfin inscrire l'OM dans une logique de continuité. Certains noms reviennent déjà avec insistance. D'après les rumeurs, Habib Beye aurait une longueur d'avance sur ses concurrents. On parle aussi d'Eric Schell, actuellement sélectionneur du Nigeria, ou encore de Sergio Conceição, qui était en concurrence avec De Zerbi l'an dernier avant de finalement partir en Arabie Saoudite. Sur le papier, ce sont des profils intéressants, mais chacun pose selon moi un vrai problème. Tout d'abord Habib Beye. Il a pour lui quelque chose d'évident, son histoire avec le club. Il connaît Marseille, il connaît l'environnement, et il aurait immédiatement un crédit auprès des supporters. Mais son passage à Rennes reste contrasté. Il a fait mieux que ses prédécesseurs, oui, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes du club. Et surtout, il y a cette gestion très émotionnelle. Sur le banc, dans ses prises de parole, dans le vestiaire. Il n'a pas hésité à écarter certains cadres pour asseoir son autorité. Ça a permis, certes, de lancer des jeunes comme Kader Meïté ou Jérémy Jacquet, et sur ce point, il faut lui reconnaître du mérite, mais cette manière de fonctionner lui a aussi coûté très cher. À Marseille, où la pression est encore plus forte et où l'affect prend rapidement le dessus, ce type de management peut très vite devenir un piège. À la première série négative, l'émotion peut prendre le dessus sur la réflexion. Eric Schell, lui, représente presque l'inverse. C'est un entraîneur beaucoup plus posé, plus mesuré. Même s'il a parfois eu des réactions excessives dans des matchs à enjeu en sélection, il dégage une vraie capacité à prendre du recul. Ses équipes jouent au football. Son Mali a marqué les esprits à la CAN 2023 et son Nigeria fait partie des sélections les plus cohérentes du continent, pas seulement grâce aux individualités, mais aussi par l'organisation collective. Le problème pour le Malien, c'est l'expérience en club. Il n'a jamais dirigé une équipe européenne de premier plan, encore moins dans un contexte aussi instable que celui de Marseille. La transition entre une sélection nationale et un club, exposé chaque semaine à la pression médiatique et populaire, est énorme. Et c'est une inconnue qu'il faudra accepter. Conceição, lui, coche beaucoup plus de cases. Expérience, caractère, culture de la gagne, capacité à gérer des contextes tendus, son CV parle pour lui. Mais dans son cas, le problème est beaucoup plus concret. Il est sous contrat en Arabie Saoudite et le libérer coûterait environ 4,5 millions d'euros à l'OM. Dans la situation économique actuelle du club, entre les salaires élevés, les indemnités déjà versées et l'absence de la Ligue des Champions, ce serait un investissement difficile à justifier. Autrement dit, même parmi les pistes les plus évoquées, aucune ne semble totalement évidente. Alors forcément, une fois ces premières pistes mises de côté, la question devient simple. Qui reste vraiment disponible? En regardant les entraîneurs libres, il faut déjà éliminer ceux qui ne viendront tout simplement pas. Même si Benassia et Longoria ont plusieurs fois été capables de coups intéressants, des profils comme Xabi Alonso, Enzo Maresca, Xavi, Thiago Motta,
et d'autres encore restent aujourd'hui irréalisables dans le contexte de l'OM, que ce soit sportivement ou économiquement. Une fois ce tri fait, la liste se réduit assez vite. Mais 3 noms ressortent malgré tout. Marco Rose, Will Steele et Edin Terzic. On pourrait aussi mentionner Gino Topmoller ou Francaise. Le premier vient tout juste de quitter Francfort, et je l'imagine mal replonger immédiatement dans un nouveau projet. Le second semble se diriger vers Rennes, ce qui ferme pratiquement la porte. Au final, si on cherche un profil crédible, libre et cohérent avec la situation marseillaise, on retombe surtout sur ces trois-là. Le premier profil, c'est Marco Rose. Il est libre depuis le début de saison, et même s'il est souvent associé à la galaxie Red Bull, son parcours dépasse largement cette étiquette. Il est passé par Mönchengladbach, Dortmund, Salzbourg, Leipzig. Il a remporté une Coupe d'Allemagne avec Leipzig et réalisé le doublé Coupe Championnat en Autriche. Ce n'est pas un entraîneur en construction, c'est un coach qui a déjà gagné et qui a dirigé des vestiaires importants. Mais ce qui m'intéresse surtout chez lui, ce n'est pas le palmarès, c'est la clarté de son idée de jeu. Rose met en place des équipes très actives, avec un pressing haut, une volonté de récupérer vite le ballon et d'attaquer immédiatement. On est sur un football vertical, intense, tourné vers le but. Ça tranche complètement avec la logique de possession et de construction très basse qu'essayait d'installer De Zerbi, qui cherchait à attirer le bloc adverse pour créer des espaces plus hauts. Avec Rose, l'idée est différente. On récupère, on attaque et on impose du rythme. Tactiquement, ce serait aussi un choix cohérent avec l'effectif actuel. Même s'il a déjà utilisé du 4-3-3, son système le plus marquant reste le 4-2-2-2, pouvant évoluer en 4-2-3-1, avec 4 profils offensifs, dont un neuf pouvant revenir dans le cœur du jeu, et 2 milieux aux profils différents. Un capable d'apporter un surnombre offensif, l'autre capable d'absorber le travail défensif et de faire des différences par la relance. Il a utilisé ce système dans chaque club où il est passé, notamment à Leipzig, en donnant une vraie plateforme à Simons, Openda, Olmo et Sechko pour s'exprimer. Dans cette configuration, tu peux aligner Aubameyang et Gouiri ensemble dans l'axe. Greenwood pourrait évoluer dans un rôle plus intérieur, là où il peut faire des différences. Derrière eux, des profils comme Højbjerg et Timber permettraient d'équilibrer l'ensemble. Ce système soulagerait aussi les défenseurs centraux, avec 2 milieux travailleurs devant eux et 2 vrais latéraux capables d'apporter de la largeur et de s'occuper des ailiers adverses. En revanche, ces 2 centraux auraient davantage de responsabilités à la relance, ce qui correspond beaucoup plus aux qualités d'Aguerd et surtout de Pavard, plutôt que des courses longues vers leur propre but. Évidemment, ce dispositif poserait des questions de rotation, notamment au poste de numéro 9. Il faudrait soit recruter un remplaçant crédible, soit ajuster avec des profils comme Traoré, Greenwood ou Nwaneri pour permettre à Aubameyang et Gouiri de souffler. Depuis le prêt de Mopé et le départ de Robinho Vaz, la profondeur de banc sur ce poste reste limitée. Mais dans l'ensemble, Rose offrirait quelque chose de clair, une identité forte, un pressing assumé, un système cohérent avec les profils actuels et une vraie culture de la gagne. Pour toutes ces raisons, il me semble être un candidat très sérieux pour reprendre l'OM. Le deuxième profil, c'est Will Steele. Un nom moins prestigieux que ceux déjà passés sur le banc marseillais, certes, mais un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1. Il est libre depuis novembre 2025 après son passage raté à Southampton, et il s'est clairement positionné pour un retour en France. Lui qui avait quitté le championnat, pour des raisons personnelles, pourrait voir dans l'OM une opportunité de relancer sa trajectoire. Ce qui joue en sa faveur, c'est qu'il a déjà performé avec des moyens limités. Son Stade de Reims est devenu une équipe cohérente, difficile à manœuvrer, et il a réussi à maintenir Lens compétitif, malgré une situation financière compliquée. Ce n'est pas anodin. Mais surtout, Steele a une vraie capacité à faire progresser les joueurs. Monetsi et Agbadou, qui l'a fait briller, se sont envolés vers la première ligue. Amir Richardson, aujourd'hui à Copenhague, ou encore El Ainaoui, devenu un pilier de l'équipe nationale marocaine. Ce ne sont pas des noms qui faisaient rêver au départ, mais ils ont franchi un cap sous ses ordres. Ça dit quelque chose de sa manière de travailler. Il ne dépend pas uniquement du talent brut, il structure, il optimise, et il met ses joueurs dans les meilleures conditions possibles. Tactiquement, il n'est pas si éloigné de Marco Rose. Il aime le contre-pressing à la perte et responsabiliser ses joueurs en utilisant le 1 pour 1. Il veut récupérer vite et éviter de subir. Mais la structure est différente. Même s'il a utilisé à Lens une base à 3 pour succéder à Francaise, Steele privilégie davantage un 4-2-3-1, avec beaucoup d'appels en profondeur pour étirer les blocs, créer des espaces dans l'entrejeu et se projeter rapidement vers le but adverse. Dans l'effectif actuel, ça peut faire sens. Des pairs comme Moya Greenwood ou Emerson Pachao pourraient multiplier les dédoublements, créer des 2 contre 1, apporter des centres ou rentrer à l'intérieur pour frapper. Les ailiers auraient un rôle central dans l'animation offensive, ce qui correspond plutôt bien aux forces actuelles de l'OM, où Greenwood et les joueurs de côté sont souvent les principales satisfactions. Défensivement, c'est peut-être là que son profil devient intéressant. L'OM a beaucoup souffert dans l'axe cette saison. Steele, lui, organise souvent ses équipes en 4-4-2 compact sans ballon, avec une volonté d'orienter le jeu adverse vers les côtés ou dans l'entrejeu pour enfermer et récupérer avec une forte agressivité. Ça pourrait apporter davantage de stabilité à une équipe parfois trop fragile entre les lignes et permettre de mieux exploiter les transitions. Can we push up again because we don't want to sit on the edge of our box? And we said once they play into us, then we're aggressive, and those players are responsible for transitions from there. Those 4 players. Sur le plan humain, il est moins dans l'émotion que d'autres profils. C'est un entraîneur très tourné vers la tactique et la structure. Il n'a aucun lien particulier avec Marseille.
ce qui peut être vu comme un risque, mais aussi comme un avantage. Il arriverait sans affect, avec une certaine distance, tout en étant conscient de la ferveur locale. Ce ne serait pas le choix spectaculaire, mais peut-être l'un des plus rationnels. Pour toutes ces raisons, Will Steele reste une piste intéressante. Mais il y a un dernier profil qui, selon moi, mérite qu'on s'y attarde sérieusement. C'est celui d'Edin Terzic. Encore un entraîneur allemand, après Marco Rose, dans une génération marquée par des noms comme Tuchel, Klopp, Nagelsmann, Flick, Terzic s'est fait une place à part. Parmi les 3 profils que j'ai évoqués pour reprendre le poste de l'OM, c'est celui qui possède les accomplissements les plus marquants. En seulement 3 saisons complètes sur le banc du Borussia Dortmund, il a remporté une Coupe d'Allemagne, est passé à un penalty d'à-l'heure d'offrir la Bundesliga au club et a emmené son équipe en finale de la Ligue des Champions, finalement perdue face au Real Madrid. Il est libre depuis mai 2024, après un départ d'un commun accord avec Dortmund, et il a récemment indiqué être prêt à retrouver un projet. Ce qui distingue Terzic, c'est sa capacité d'adaptation. À Dortmund, il devait composer avec une équipe souvent favorite en Bundesliga, mais rarement dominante en Europe. Il a donc développé une approche modulable. Même s'il part généralement d'un 4-2-3-1 ou d'un 4-3-3, il est capable de faire évoluer les comportements de ses équipes selon l'adversaire. Séquence de possession plus conservatrice, attaque rapide en transition, pressing haut, ou au contraire bloc plus patient et plus compact. C'est d'ailleurs cette flexibilité qui a marqué son parcours européen en 2024, face à des équipes aussi différentes que le PSV, Newcastle, l'Atlético, le Milan ou le PSG. Les transitions rapides contre Newcastle, un bloc équipe haut et étiré face à l'Atlético, une position d'attente et des longs ballons ou machine à presser face au PSG. Bref, il a fait de Dortmund un vrai caméléon. Dans son organisation, certains principes reviennent régulièrement. Au milieu, il aime associer 2 profils complémentaires. Un véritable numéro 6 pour stabiliser et un joueur capable de se projeter davantage pour soutenir le numéro 10 et apporter une supériorité avec 5 offensifs. Le duo Chan-Sabitzer en est un bon exemple. À Marseille, des profils comme Kondogbia, Højbjerg, Vermeuren, Abdelli, Nadir ou Timber offrent justement cette diversité. Offensivement, Terzic mise beaucoup sur la liberté des ailiers. And this is all that we try to create channel runs with Karim Adeyemi on that side, or the diagonal switch to create a 1v1 situation against Mendes, or even if they're like this, to know that we can now overlap. Il cherche à créer des situations de 1 contre 1 et accepte que le danger vienne du dribble et de la créativité individuelle. C'est d'ailleurs dans ce système que des joueurs comme Bino Gittens, Adeyemi et Jadon Sancho ont tout particulièrement brillé. Sans ballon, il ne cherche pas forcément un pressing constant et désorganisé. Il opte plutôt pour une maîtrise de l'adversaire. Bloc en 4-4-1-1 ou 4-1-4-1, contrôle des couloirs, peu d'espace entre les lignes, puis projection rapide à la récupération. Dans un OM parfois trop ouvert, cette gestion plus mesurée pourrait apporter de la stabilité. Enfin, il y a l'aspect humain. À Dortmund, Terzic n'a pas hésité à mettre sur le banc des cadres comme Soule ou Marco Reus pour installer des joueurs comme Schlotterbeck, Brandt ou Adeyemi. Le statut ne garantissait pas la titularisation. Et dans un club comme l'OM, où l'on a parfois eu l'impression que la hiérarchie pesait lourd, ce type de management pourrait redistribuer les cartes. Terzic n'est peut-être pas l'entraîneur au style le plus identifiable d'Europe, mais il possède quelque chose de précieux. La capacité à s'adapter, à performer au-dessus des attentes et à gérer un vestiaire exposé à une forte pression populaire. Dans le contexte marseillais, c'est loin d'être anodin. Au final, ces 3 profils ont chacun des arguments solides. Marco Rose apporterait une identité forte et un pressing assumé. Will Steele offrirait de la structure, de la progression individuelle et une certaine fraîcheur tactique. Mais à Marseille, il ne faut pas seulement un entraîneur, il faut un équilibre. Et parmi ces 3 profils, un seul me semble capable de l'apporter. C'est pourquoi mon choix personnel se porterait sur Edin Terzic. Parce qu'à Marseille, il ne suffit pas d'avoir une idée claire, il faut aussi savoir s'adapter. Il faut accepter que le contexte change très vite, surtout avec la direction actuelle, que la pression soit permanente et que les attentes soient parfois démesurées. Terzic a déjà montré qu'il pouvait performer rapidement, gérer un vestiaire exposé et adapter son approche selon l'adversaire et les moments d'une saison. Ce n'est certes pas une garantie de réussite, ça n'existe pas à l'OM, mais c'est peut-être le profil le plus équilibré entre exigence tactique, expérience du haut niveau et capacité à construire quelque chose sur la durée. Maintenant, la question vous appartient. Si vous étiez à la place de Longoria, vous appelez qui ?